Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est une carte blanche. Une carte blanche A, vous l'avez deviné, il est là à côté de moi, c'est le guide barbu. Comment vas-tu ? Très bien, très content d'être là avec vous. Bah écoute, guide barbu, je l'ai découvert non pas grâce à Megamax, parce que je pense que je l'avais déjà vu avant. J'en suis même persuadé. J'étais encore chez Querelle quand je regardais tes vidéos. Donc, c'était via Twitter. Je pense que c'est un concours de circonstances. Tu sais, les vidéos qui se relaient comme ça. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert tes vidéos. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu Megamax. Et c'est là que c'est là. Voilà. Donc, j'ai proposé au guide barbu une carte blanche. Et il a choisi une thématique assez intéressante et spéciale en même temps. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est l'importance des festivals de cinéma. Alors, festival, ça peut être les manifestations compétitives, mais celles aussi qui ne le sont pas. Et donc, on va parler de cela. Selon deux points de vue, le point de vue du spectateur et le point de vue de celui ou celle qui travaille à l'intérieur d'un festival. Et il s'avère que j'ai une expérience, effectivement, de programmateur, de directeur artistique. Donc, on va pouvoir comme ça en parler aussi de cela, mais ce sera à peu près Guide Barbu qui va un peu animer tout cela, et puis je vais aussi répondre à ces questions s'il le faut, mais en tout cas, je suis très content, et d'une, que tu sois là, et de deux, qu'on puisse dialoguer, toi et moi. Et d'ailleurs, je profite de ta présence pour te faire un tout petit fait croquer, parce que finalement, je ne te connais pas assez, et j'aurais voulu, avant qu'on se lance dans le développement de cette thématique intéressante, à savoir, j'aurais voulu connaître un petit peu ton image marquante et puis aussi d'où tu viens cinématographiquement, parce que je crois comprendre que tu es comédien. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre qui a un lien avec l'art en tout cas, et donc ça m'intéresse un peu dedans, ça va plus. Quelle serait donc cette image marquante, cette première image marquante? J'en ai deux. Alors, la première, c'est le film d'Alan Parker, Midnight Express, où la scène où il y a la petite amie du personnage principal qui vient le voir à la fin et où il lui caresse les seins et qui pleure. C'est une image qui m'a vraiment, vraiment marqué parce que je l'ai vu très jeune, ce film, et que forcément, moi, ça m'a mis un peu en émoi à l'époque, et que je n'avais jamais vu ce genre de choses auparavant dans un film, étant donné que j'avais pas l'âge, voilà, tout simplement. En plus, c'est un film très dur, donc c'est un film où on voit aussi les tréfonds de l'âme humaine, on va dire. Et clairement, c'est aussi pour ça que ce film m'a marqué. Mais c'est vrai que justement, après tout ce qu'il a vécu, voir cette scène à la fin, ça m'a fait quelque chose. Voilà. Et sinon, une scène qui m'a marqué différemment, et parce que justement, j'ai un rapport assez comment dire, important avec l'image, vu que je suis aussi réalisateur, j'ai fait des courts-métrages, et c'est quelque chose qui, moi, a beaucoup d'importance. Pendant un temps, j'ai même voulu faire de la bande dessinée. Donc c'est pareil, j'ai fait des études là-dedans pour pouvoir justement travailler sur l'image. Et moi, c'est Panic Room, le fameux plan qui passe à travers le mur, qui va dans la chambre de Panic après, où à ce moment-là, j'étais encore assez jeune quand je l'ai découvert, et c'est là où je me suis posé la question, mais comment on peut faire ça ? Comment c'est possible qu'une caméra traverse un mur ? Et à partir de là, toute la technique cinématographique m'a vraiment intéressé. C'est là où je me suis penché dessus, où j'ai commencé à regarder tous les bonus DVD et tout ça que je pouvais avoir, et que j'ai découvert comment du coup se faisait ce genre de choses et autres réalisations. Et donc voilà. À partir de quel moment tu as commencé à considérer que cet art n'était pas forcément qu'un simple divertissement, mais qu'il y avait aussi des réflexions, des propos qui pouvaient être tenus, mais aussi cette possibilité de parler du film, de le réinterpréter, de se le réapproprier? C'est à partir de quel moment ça? Je t'avouerai que là, j'ai pas forcément
quelque chose, une réponse toute faite. Mais je pense que c'est oui, vers mon adolescence que ça commençait à venir, où j'ai commencé vraiment à avoir justement énormément de films pour autre chose juste que me divertir, et que justement j'attendais autre chose des films. Je pense que c'est à partir de là. Et est-ce qu'il y a eu autour de toi des personnes qui ont été un peu des passeurs, ça peut être Ouais. des personnes proches de ta famille, mais ça peut être aussi des acteurs, des actrices du paysage cinématographique, que ce soit des journalistes ou même des réalisateurs. Bah, déjà, faut que je te dise quelque chose. Quand j'étais petit, on avait une grosse malle avec plein de cassettes vidéo dedans. Et c'est simple, il y avait deux choses dans cette malle. Il y avait des cassettes vidéo, des VHS donc de Disney, et des VHS de Hitchcock. Et j'ai signé toutes ces VHS un nombre incalculable de fois quand j'étais petit. Donc les Hitchcock, ils m'ont forcément forgé aussi à cette époque-là. D'ailleurs, je me rappelle la première fois où j'ai vu les oiseaux pendant 15 jours. Ensuite, quand je sortais dehors, je regardais tout le temps dans les airs. S'il n'y avait pas des oiseaux, ça me terrifiait. Mais pour le coup, je l'ai revu maintenant adulte. Il me fait plus du tout peur. Mais c'est vrai que je me rappelle de ça quand j'étais petit, c'était quelque chose pour moi. Et Hitchcock, oui, ça reste un maître forcément. Et oui, je pense que c'est vraiment lui qui m'a mis dedans. Et après, bon, forcément, ma mère, après, elle allait, comment dire, elle aime beaucoup tout ce qui est télévision. Donc, chez nous, c'était un rituel de regarder les films à la télé le soir. J'allais pas me coucher avant d'avoir vu mon petit film du soir, voilà, c'était mon biberon à moi. Donc ça, forcément, oui, ça m'a marqué. Et puis après, dès que moi j'ai eu la possibilité d'aller au cinéma, j'ai plus arrêté, quoi. Hein. J'y suis allé non-stop, quoi. Tu te sentais protégé, préservé dans cette salle de cinéma? Ouais, clairement, c'est un endroit où t'es coupé du monde, où t'as plus que le film et toi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu cette expérience-là, même si tu vis ça avec d'autres spectateurs. Mais c'est vrai que t'es vraiment à 100% dedans, quoi. Tu peux pas. Enfin, pour moi, justement, c'est une aberration les gens qui ont leur smartphone ou quoi dans une salle de cinéma, parce que c'est ce rapport-là qui est assez intime finalement avec le film qui moi me plaît dans la salle de cinéma. Parce que quand je suis chez moi, par exemple, si je regarde un film sur mon ordinateur, ce qui peut arriver, hein, je dis pas le contraire. Je vais pas mettre sur pause pour aller aux toilettes ou quoi. Non, quand t'es au cinéma, t'as rien qui voilà. Si tu vas aux toilettes, il y a personne qui met le film sur pause. Donc là, tu rates du cinéma, c'est pas possible. Donc voilà, pour moi, c'est pas possible. Il y a de cela et tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette idée qu'on est dans une espèce on est dans un autre univers, dans une salle de cinéma, une espèce de microcosme comme ça. Et c'est c'est vraiment une sensation particulière. On a cette impression que plus rien ne nous arrivera et que avec les autres, on partage ce point commun d'avoir la même langue, quoi, de parler la même langue. C'est d'autant plus jouissif, on va dire, quand justement on partage vraiment les mêmes sentiments au même moment devant une œuvre. Alors moi, je sais que ça m'arrive souvent sur des films d'être comment dire, de réagir avant les autres. Alors pas parce que je vais anticiper, mais juste parce que si il y a quelque chose de l'ordre de l'anticipation, parce que je sais que ça va arriver, donc du coup forcément je me marre du fait que je sais que ça va arriver, et les gens ils se marrent en général après que ce soit arrivé, ce qui fait que souvent je suis en décalage avec le reste du public. Et du coup, souvent, c'est normal, t'es un peu gêné, donc tu te retiens un peu des fois, tu vois, voilà. Alors qu'effectivement, quand c'est vraiment ensemble, c'est communicatif, et ça, j'aime beaucoup. Moi, je me rappelle d'une séance avec des enfants sur le film Alice, mais le film polonais ou russe, je sais plus, avec du stop motion et du live action, voilà, du coup. Et le film est très glauque, du fait que ça se passe dans un de ces pays-là où tout est très gris, très sinistre, où justement quand on a des peluches qui se font éventrer ou quoi, on voit la mousse qui sort comme si c'était du sang et tout. Donc c'est assez glauque. Donc moi j'avais cet aspect adulte de voir ce film très glauque, et les enfants qui se marraient comme pas possible, ça me mettait encore plus mal à l'aise, comme si tu voyais un film d'horreur avec des enfants, tu vois. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. J'aime bien ce rapport-là aussi. Pour ça, souvent, quand je vais dans des festivals, j'aime bien aussi aller voir des films pour enfants, parce que faire une séance avec des enfants, ça change totalement la vision des choses que toi, tu peux avoir en tant qu'adulte sur le film. Il y a cette espèce de part d'innocence qu'on conserve, enfin, qui est encore là, et on l'assume pleinement, en fait. Ça aussi. C'est ça.
Ça aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es lancé dans la création d'une chaîne YouTube? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été comédien. Et en fait, à partir de là, forcément, tu rencontres d'autres comédiens, d'autres personnes qui ont envie de faire des choses. Et avec un copain, on s'est dit, c'est pas évident de trouver des rôles et tout ça. Ce serait peut-être pas mal qu'on se les fasse sur mesure. Surtout on aimait raconter des histoires aussi. Donc, du coup, on s'est mis à écrire, à réaliser des choses. On a ramené d'autres mondes avec nous. On a fait une première chaîne qui s'appelait The Cinematic Fools. On était du coup tout un collectif avec plusieurs groupes dedans où on s'entraidait les uns les autres. C'est très vite devenu finalement quelque chose plus de l'ordre de YouTubesque, c'est-à-dire que on a très vite laissé tomber les courts-métrages parce que finalement c'est dur à produire, dur à mettre en œuvre et tout ça, beaucoup plus que ce qu'on avait pu imaginer avant de s'y mettre réellement. Et du coup, comme on aimait bien aussi regarder des youtubeurs, cinéma, etc., qu'on connaissait, notamment Doug Walker aux États-Unis, on s'est dit pourquoi nous on ferait pas pareil. Et puis du coup, on s'y est mis sans prétention, et puis ça permettait à la chaîne d'avoir du contenu et d'avoir des vues régulières. On s'est dit que ça pouvait être un plus pour les courts-métrages, et a priori ça l'a été parce que la plupart ont quand même plutôt bien fonctionné. Et puis voilà. Après, moi ils ont tous pris d'autres horizons. Moi, je suis revenu à La Rochelle parce que à cette époque-là, je vivais à Paris. Puis après, du coup, je suis revenu à La Rochelle. Et puis du coup, j'étais plus en lien avec eux directement, donc c'était compliqué de faire des choses, même si j'ai continué à faire quelques courts-métrages dans la région. Puis après, du coup, moi, j'ai décidé d'ouvrir ma propre chaîne et de mettre tout ce qui me plaît dedans. Voilà. Sans indiscrétion, tu continues encore à travailler en tant que comédien, enfin, à part le fait qu'il y ait le Covid. Non, en tant que comédien, j'ai vraiment arrêté. Moi, c'était après vraiment plutôt la réalisation qui m'intéressait, mais là, ça fait 2 ans que j'ai pas réalisé un court-métrage et ça me manque terriblement. Voilà. Ouais, j'imagine. J'imagine très très bien. C'est vrai qu'on peut aussi, effectivement, en parallèle, grâce à des aides allouées par l'État et par des régions, on peut se permettre des aides à l'écriture, tout ça, c'est vrai, mais c'est vrai que depuis 2 ans, ça peut être quelque chose assez... Quel est le lien que tu as avec... on va parler maintenant de la thématique que tu as demandé, enfin que tu as choisie, oui. Et tout simplement, pourquoi cette thématique? Déjà parce que j'ai vu que là, avec la Covid et tout ça, effectivement, les cinémas sont impactés, mais les festivals aussi, et personne n'en parle. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'avais fait une première vidéo sur le sujet, justement sur ma chaîne, où donc j'expliquais un peu justement les différents choix qui s'offraient aux différents festivals, qui étaient soit de reporter, soit de faire en ligne, soit de faire un entre-deux, où du coup il y avait en même temps vraiment quelques films qui étaient disponibles au cinéma et quelques-uns plutôt du coup en ligne. Donc selon les périodes et selon du coup les différents festivals. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup parce que ça fait ça va faire 14 ans là que je fais le festival La Rochelle Cinéma, qui a été renommé récemment comme ça. Avant, c'était Festival international du film de La Rochelle. Voilà. Et c'est un festival que moi, j'aime beaucoup, que finalement, à part les connaisseurs, on va dire, le connaissent, mais sinon, le grand public, non, j'ai l'impression. Parce que justement, c'est pas un festival très médiatisé, parce qu'il n'y a pas de compétition. Et comme il n'y a pas de compétition, les médias, ils s'en intéressent pas beaucoup et ils en font pas la promotion. Et quelque part, moi, c'est tant mieux parce qu'il n'y a que des cinéphiles qui y vont et ça permet d'échanger avec des vrais passionnés. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans les festivals. Donc, voilà. Donc là, après... C'est un festival aussi qui est axé autour de la cinéphilie. Ah oui, clairement. Et puis il y en a pour tous les goûts là à La Rochelle. C'est ça franchement, j'ai de la chance à ce niveau-là, parce que moi j'y vais depuis vraiment depuis ma première année de lycée, donc voilà, ça fait longtemps. Et je suis vraiment content parce que c'est justement sans le lycée, je savais même pas que ce festival existait dans ma propre ville. C'est dire quand même si la communication n'était pas vraiment bonne. C'est grâce à tes professeurs ou grâce à l'organisme du lycée qui ont permis à ce que tu prennes connaissance de l'existence de ce festival.
Désolé. Je t'en prie. Oui, alors en fait, quand j'étais au lycée, alors, il faut prendre les choses en ordre. En fait, j'ai redoublé ma troisième, ce qui a fait que je suis arrivé avec un an de retard au lycée. Et j'avais déjà tous mes amis, du coup, mon cercle d'amis proches, qui étaient déjà sur place. Et en fait, il y avait un atelier radio, et ils étaient tous dedans, mes potes à moi. Et donc, quand je suis arrivé, ben, forcément, je les ai rejoints. Et dans cet atelier, ils avaient l'habitude, du coup, de traiter ce festival. Et c'est comme ça que, du coup, oui, bah, j'ai entendu parler de ce festival et que j'étais là, mais comment ça se fait que vous m'en avez pas parlé avant, alors que vous savez que j'adore le cinéma, quoi. Je suis le gars dans cette bande de potes à être hyper chiant, à dire allez, on va au cinéma, machin, et tout le monde me dit tout le temps non parce que c'est moi le passionné et que oui, pour un film par an à la limite, mais c'est tout, quoi. Tu vois. Donc j'avais trouvé ça assez drôle que finalement ils m'en avaient même pas parlé alors que c'est quelque chose qu'ils savaient que ça allait me plaire, quoi. Donc, enfin bref. À part le festival, comment dire, est-ce que tu retrouves les mêmes sensations dans un festival que lorsque tu te retrouves dans une salle de cinéma lambda pour aller voir tel ou tel film? Ou est-ce que c'est différent? C'est vraiment différent. C'est vraiment différent, ne serait-ce que parce que dans un festival, forcément, tu vas faire la queue. Tu vas faire la queue pour attendre la prochaine séance. Alors que quand tu vas au cinéma, enfin, moi personnellement, en tout cas, je n'ai pas besoin vraiment de faire la queue longtemps, quoi. Je prends ma place, ça y est, hop, je vais dans la salle, c'est fini. Alors que là, quand tu vas dans un festival, tu dois attendre des fois près d'une heure avant la prochaine séance. Et cette heure-là, bah, tu la passes à échanger avec d'autres passionnés dans la file d'attente. Et ça, c'est vraiment un rapport qui est très différent. En plus, au-delà de ça, parce que ça, c'est déjà vachement bien, tu vas avoir justement des professionnels qui vont venir présenter les différents films. Alors, pas tous, hein, évidemment, mais une certaine partie. Donc, tu vas avoir des fois le réalisateur ou l'équipe. Tu vas avoir sinon le producteur, tu vas avoir le distributeur, enfin voilà, ou un intervenant spécialiste qui va venir parler d'un film ou d'un cinéma en particulier, d'un cinéaste. Et c'est toujours ultra intéressant. Alors, par rapport à La Rochelle, là où tu vis, et par rapport à ce festival international, enfin, ça s'appelle comment maintenant, tu m'as dit? C'est Film La Rochelle? Festival La Rochelle Cinéma. Ouais, ils ont été le mot international de la première ligne, ils ont fait du coup une sous-ligne pour redire international, le Festival international de films, mais c'est idiot. Mais apparemment, c'était une des premières appellations du festival il y a très longtemps, au moment de sa création. Ils ont voulu revenir aux origines. Voilà. Ils ont revenu aux origines. D'accord. Donc, là où je voulais en venir, c'est que pour toi, est-ce qu'il y a eu des enjeux économiques et culturels à travers ce festival avec la région? Comment ça? C'est-à-dire que quand il y a un festival de cinéma dans une ville ou dans une région, il y a toujours des enjeux narratifs, des enjeux culturels, mais aussi des répercussions économiques. Et comme toi, tu es à La Rochelle et que tu es témoin de cela avec ce festival. Ah oui. Oui, bah, effectivement, le festival est partenaire avec plusieurs restaurants ou autres locaux, justement, pour faire venir les gens. Et ça marche plutôt bien parce qu'en plus, c'est un festival qui se déroule au début de l'été. Donc, à ce niveau-là, voilà, ça fait venir vraiment beaucoup de monde. Et pour le coup, il faut savoir, c'est en termes justement de capacité, c'est celui qui en ramène le plus après Cannes en France. Donc, c'est quand même pas rien. Sauf que forcément, tu en connais d'autres que Cannes en France, mais tu connais pas forcément celui de La Rochelle quand tu es grand public, on va dire. Hein, voilà. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas médiatisé. Enfin, du moins, pas assez. Il y a les locaux forcément qui en parlent un peu, hein, ça c'est connu. Et encore, c'est pas connu de tous les locaux, comme je te disais, moi quand j'étais plus jeune, je connaissais pas, ma famille non plus. Hein. Donc c'est là où il y a un souci à ce niveau-là, c'est que on va avoir des grandes affiches de temps en temps, effectivement, un peu partout dans la ville, mais à part ça, il y a des petites affichettes chez certains commerçants, parce que forcément, ça va être les libraires, les trucs comme ça, avec qui ils sont partenaires et tout, voilà. Comme on disait, la restauration aussi qui a un grand rôle là-dedans, où on va avoir justement des fois des partenariats du style pour l'ancienne Nuit Blanche qu'il y avait avant. Il y avait Ernest, notamment le glacier assez connu de La Rochelle, qui donnait en fait des glaces gratuites pendant la Nuit Blanche aux festivaliers qui faisaient la Nuit Blanche. Donc ça, c'était un petit truc sympa. Puis le lendemain matin, on avait le petit-déj offert chez André ou chez un autre restaurateur. Ça changeait assez régulièrement, voilà. C'est plutôt sympa. Quel type de festivalier tu es? Tu es vraiment celui qui commence le premier jour et qui termine le dernier jour, et tu n'es que là-bas pendant toute la durée du festival?
Oui, ça c'est moi. Je suis un drogué du cinéma à ce niveau-là. Pour te dire, la première édition que j'ai faite, c'est vraiment celle où j'en ai fait le plus. J'ai fait 54 séances sur 55 possibles. Ah ouais. Et la 55e, je ne l'ai pas faite parce qu'on faisait justement un direct avec des cinéastes dans le hall de la coursive et que forcément, je voulais en être et j'avais réussi en plus la veille au soir à avoir 2 cinéastes que je voulais choper et qui normalement auraient dû partir ce jour-là, qui sont restés spécialement pour moi. Donc voilà, un super souvenir ça aussi. Fiona Gordon et Abel, Dominique Abel. Les Cabell, le binôme là, qui réalisent des films extrêmement burlesques et poétiques. Justement, j'avais vu 2 de leurs films juste avant et j'ai fait, mais c'est génial, il faut que j'arrive à les avoir. Vu que je savais qu'ils étaient au festival, je les avais croisés. Et la veille au soir, hein, vraiment, hein, mais en plus en séance de minuit, je les croise dans la file d'attente. Du coup, j'y vais au culot. Du haut de mes 15-16 ans à cette époque et je leur explique que le lendemain on a un live, que j'aimerais qu'ils viennent participer et tout et du coup le lendemain matin j'écris vite mes questions et tout et puis hop c'était parti, voilà. Il y a cette sensation très très bizarre dans un festival, c'est que, comme tu le dis, on a l'impression d'être dans un monde complètement différent et que pendant la durée du festival, on ne se soucie pas forcément de ce qui se passe autour de nous. Donc c'est très très bizarre. On a un rapport avec le réel et la fiction qui est complètement bouffé et on est invincible surtout. On se sent invincible. Comme tu disais, on a aussi l'impression d'être protégé quelque part dans cette salle où finalement on est enfermé dans le monde du film et ouais, enfin je sais pas, moi je suis absorbé littéralement par l'écran à ce moment-là et c'est justement j'ai eu des super expériences. J'ai découvert par exemple les 7 samouraïs de Kurosawa en salle comme ça en version restaurée. Les 3 heures, je les ai pas vus filer. J'étais là, mais c'est déjà fini. J'en veux d'autres, j'en veux encore, tu vois. Alors que le film, pour n'importe qui, il est déjà beaucoup trop long, tu vois. Mais c'est là aussi où le temps n'est plus le même. Vraiment, c'est vraiment différent. Alors là, ça c'est important ce que tu viens de dire, parce que le temps, alors là c'est génial. En fait, il y a quelque chose de fascinant avec la salle de cinéma, avec un film. Et plus précisément avec les films qui se projettent, qui s'organisent dans un festival, c'est qu'il y a comme ça une espèce de mécanique sur le temps de projection. Il y a le temps de projection et puis il y a le temps ressenti. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui est indescriptible, mais il faut savoir concilier les deux, que les deux cohabitent. Et c'est ce qui donne la force aussi d'un festival. Après, moi, je pourrais te parler du côté, quand j'y allais en tant que journaliste, c'est autre chose. C'est différent et ça, je peux t'en parler après. Tu verras que c'était beaucoup plus frustrant pour moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours détesté écrire dans un festival. Alors, justement, pour faire le lien avec le journalisme, moi, j'aimerais qu'on parle aussi du festival américain de Deauville. Ouais. Que j'ai fait une seule fois et que je compte jamais refaire de ma vie. Ça a été un très 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 mauvais souvenir pour moi. Donc j'y allais forcément pour voir les cinéastes américains invités. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Quand on y va un peu pour ça quand même. C'est un festival très, très starification. Je veux dire, il y a de la starification. Donc bon, ça a changé. C'était pas comme ça. Oui, mais, au niveau de la promotion, en tout cas, ils misent tout là-dessus. Ça, clairement, c'est ça qui fait venir le chaland. Et finalement, donc, j'avais réussi à trouver un logement sur Caen pour pouvoir aller à Deauville après tous les jours en bus. Là, le truc un peu compliqué, mais qui a fonctionné. Et en fait, donc, pour pouvoir accéder aux séances où il y a les cinéastes américains ou comédiens américains qui sont présents, il fallait donc avoir un petit bout de papier que tu récupérais le matin vers 11h, voilà, avant tout le monde, pour pouvoir justement accéder en priorité à ces salles. Et en fait, pour avoir ces papiers, il y avait 4 files d'attente différentes. Et les 4 files d'attente, du coup, n'étaient pas à la même servis de la même façon. Il y avait d'abord les invités VIP. Donc, tous les professionnels et cinéastes qui sont appelés justement à venir exprès pour le festival.
eux, c'est normal qu'ils soient servis en premier quelque part. Donc, pas de problème. Après, il y avait une deuxième file pour les médias. Bah, pareil, c'est logique. Eux, ils viennent, ils font leur boulot, ils doivent faire un papier, c'est normal. Alors déjà, on m'avait dit à ce moment-là que déjà, quand ces deux files-là sont servies, il reste pas beaucoup de tickets. Voilà. Et ensuite, il y avait les passes pour la file pour les passes pour tout le festival. Or, moi, j'avais moins de 25 ans à cette époque. Et à moins de 25 ans, le pass pour tout le festival me revenait plus cher que prendre des passes journaliers tous les jours au tarif réduit, vu qu'il n'y avait pas de tarif réduit pour le pass sur tout le festival. Ce qui a fait que moi, j'étais dans la 4e file d'attente et que j'ai jamais eu, mais alors aucun matin, hein, j'ai jamais eu un seul ticket pour accéder aux salles du coup avec les cinéastes importants qui venaient. Les conférences de presse dont tu parles, c'est à peu près ça, c'est des conférences de presse. Non, parce qu'il y a aussi les conférences de presse, c'est encore autre chose. Non, ça c'est vraiment les séances où ils diffusaient le film, mais en présence du coup du réalisateur ou d'un comédien important états-unien. Et ça a été ça un peu moi ma grosse frustration finalement, c'est que en dehors des Bêtes du Sud sauvage, qui était du coup le premier film de son réalisateur que j'ai vu du coup en sa présence, et du film Wrong de Quentin Dupieux en sa présence et en la présence de comment il s'appelle, Éric Judor. Je me suis dit, j'ai vu un cinéaste américain parce que c'était son premier film, et j'ai vu un cinéaste français qui a fait un film aux États-Unis. C'est quand même le comble. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'étais très 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 déçu. Et je me suis dit, finalement, c'est un festival élitiste qui n'est pas du tout fait finalement pour les festivaliers, pour les spectateurs, mais qui est fait pour finalement les professionnels et les médias, pour en parler, ce qui est normal. Il faut parler des films, ça c'est pas un souci que j'ai à ce niveau-là. Mais pareil, même dans les files d'attente, j'avais souvent, finalement, je me retrouvais avec des gens qui étaient plutôt journalistes ou quoi, et la plupart étaient pas si chauds que ça pour échanger avec moi, ce que j'ai trouvé assez dommage. Et du coup, c'est vrai que non mais c'est mon expérience. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce qu'à La Rochelle, pour le coup, j'ai échangé avec des journalistes, j'ai pas eu de problème, voilà. Mais c'est vrai que là-bas, en tout cas à Deauville, j'ai eu vraiment cette impression-là d'élitisme, et du coup, c'est quelque chose que je referai pas, parce que et c'est pour ça que Cannes, ça m'intéresse pas. Cannes, ça m'intéresse pas parce que je me dis, ça va être ça en pire, et j'ai pas envie de ça. Voilà. Cannes, Cannes, c'est autre chose, hein. C'est vraiment, vraiment autre chose. Il faut y aller vraiment avec beaucoup de patience, armé jusqu'aux dents. Et moi, je n'ai jamais fait le festival de Cannes. Chaque fois que je l'ai fait, c'est en tant que journaliste. Et tu sais que dans les médias, il y a plusieurs pastilles, plusieurs formes d'accréditation. Alors peut-être que ça a changé, je ne sais plus, mais tu vois, pour chaque accréditation, tu as des couleurs. Par exemple, la couleur dorée, c'est la couleur VIP, quoi. C'est quelques grands critiques de cinéma installés depuis longtemps, comme Michel Simon de chez Positif, tout ça. Puis après, je crois, tu as la mauve, et ensuite tu as la bleue, et après tu as deux autres couleurs. Tout dépend du chose. La rose, c'est pour celles et ceux qui couvrent le festival de manière quotidienne. D'accord. Si je ne me trompe pas, après peut-être que je me trompe, mais il faudra vérifier ça. Les sites internet, je crois que c'est il y a la bleue et puis il y a une autre couleur au-dessus, je crois que c'est jaune. Bref, c'est vraiment assez réparti. Moi, j'ai commencé au bas du... C'était ce qu'ils appelaient le Pass Grand Festival. C'était quand j'avais commencé à couvrir Cannes. C'est autre chose. C'est-à-dire que les films que je voyais, c'était les films qui avaient été projetés la veille. Ouais. En projection de presse, et moi je les voyais le lendemain avec le public. Et encore le public, ils avaient soit une accréditation cinéphile, ou alors soit ils avaient réussi à trouver des tickets à peu avoir. Mais ça fait partie aussi de l'ambiance cannoise. C'est ça, c'est un jeu, c'est un règlement. Et puis j'ai quand même réussi à. Moi je me souviens, c'était le film que j'avais, Inglourious Basterds, et j'avais attendu 2h45 dans la file d'attente. Ah ouais. 2h45. J'ai perdu en 14 jours, j'ai perdu 7 ou 8 kilos. Parce que je ne mangeais pas. Je ne mange pas, je ne vais pas manger. Je suis prévoyant, moi. J'ai toujours mes salades et tout. Non, je ne mange pas. Je ne suis pas là pour manger, je suis là pour voir des films. Je suis là pour écrire. Je ne suis pas là pour manger. Ça, c'est manger, on mangera après. Et si on peut dormir un tout petit peu, pourquoi pas. Par contre, le café.
Enfin, il y avait un moment, je buvais pas le café. Enfin, je veux dire, j'étais dans le café, quoi. Et ça commençait très tôt, à 8 heures du matin, pour aller faire de la file d'attente. Pour la production de 10h30, 11h. Et donc là, tu voyais le premier film. Et j'arrivais à me mater 5 films par jour. Bah oui. Avec parfois des files d'attente entre 30 minutes à 2h30. Ça dépend du film. Et on avait trouvé un système. C'est que ces petits bâtards du Festival de Cannes nous avaient pas dit à nous, les moins curieux, ceux qui travaillaient sur les sites internet, qu'il y avait donc, quand il y avait une projection de presse, la première projection de presse qui passait à 8h du matin au Palais du Grand Festival, il y en avait une autre, la même, à 8h30 dans une autre salle du cinéma. Et c'est un jour un agent de sécurité qui à chaque fois me voyait en train d'attendre, il m'a attrapé. Et de galérer. Ouais. Il m'a dit, tu sais que je lui dis non, il m'a dit vas-y. Et donc c'est comme ça que, et puis et donc c'était on appelait ça, c'était la salle du cinquantenaire, parce qu'à l'époque c'était le 50e du festival. Et donc en plein milieu du festival, j'ai réussi à aller voir des films une fois sur deux, parce qu'à un moment, tu en avais un qui disait vous êtes qui? Et je dis je suis grand festival, vous retournez là-bas. Et l'autre fois, c'était un gars qui était devenu mon pote, quoi, et qui me faisait rentrer. Et j'ai pu comme ça voir certains films en même temps et pouvoir écrire, parce que j'avais toujours une journée de retard. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on était des centaines comme ça et que nous, on était là pour bouffer des films. On voulait voir des films et on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je rentrais le soir, il était minuit, j'écrivais mes articles. Voilà. À 2h, 2h30 du matin, je dormais et puis je me réveillais à 7h, 7h30 avec un café, des pommes, je prenais plein de pommes dans mon sac et on y va, quoi. Je ne mangeais pas et j'étais heureux. C'était génialissime. Moi, c'était mon mentor, Olivier Barlet, qui m'a appris la critique. Il m'a dit, on n'est pas là pour bouffer quand on fait un festival, il faut y aller. Et l'année d'après, je m'inscris pour avoir une accréditation et on me demande, est-ce que vous avez couvert le festival l'année dernière? Je dis oui. Envoyez-nous vos articles. Je les envoie. Ils m'ont donné l'accréditation bleue. Cool. Ah, d'accord. OK. Là, la vie, elle change. La vie, elle change autrement. Là, tu vas voir les films comme n'importe quel journaliste. Tu as accès au salon des journalistes. Tu peux prendre ton café tranquillement. J'ai toujours perdu à peu près 4-5 kilos parce que je ne mangeais pas beaucoup. Mais là, c'est autre chose. Tu as cette conférence de presse. Et donc, d'année en année, tu accèdes à d'autres accréditations. Et une fois, je me suis retrouvé avec l'accréditation rose. Bon, ça, c'est quoi l'accréditation rose? C'est que tu arrives 30 secondes avant le début du film en montrant ta carte et tu ne fais pas la queue. Parce que tu as plusieurs files d'attente. Et là où je veux en venir, c'est dégueulasse. Hein, oui, je suis d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est très simple. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, je ne peux pas discuter avec certains journalistes. Tu sais, moi, je ne pouvais pas discuter avec… Quand j'avais mon accréditation bleue et que je voulais discuter avec un journaliste rose, je ne pouvais pas parce qu'il ne voulait pas me parler. Mais à partir du moment où j'ai eu l'accréditation rose, les gens venaient vers moi et discutaient avec moi. C'est un milieu qui est très, très particulier, tu sais. C'est des niches. C'est des niches. Oui, mais pour le coup, ce que je voulais dire par là, c'est qu'à ce moment-là, on était dans la même file d'attente, tu vois. On allait voir le même film, on allait voir la même chose, on était là pour la même raison. Enfin, entre guillemets. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Ils ne te connaissent pas. Effectivement. Ils ne te connaissent pas. Donc, peut-être pas perdre ils ne veulent pas perdre de temps. Ils veulent pas perdre du temps avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils savent pas. Bien sûr. En plus, là, tu n'es pas de leur niche. J'étais jeune en plus encore à ce moment-là, donc. Qu'est-ce que tu veux? C'est cette configuration-là qui est juste déshonorante existe malheureusement un peu partout. Donc, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai un peu esquissé un sourire parce que sache que ça existe même au sein. Tu sais, quand moi j'ai commencé la critique en 97-98 avec Internet. Et alors, Internet, pour celles et ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était une autre période. C'est que nous, on était vraiment pris pour des tocards. Et on a fini par gagner, parce que maintenant, tout se passe sur Internet. Je ne te parle pas de YouTube. Hein. Oui, j'ai bien compris. Le cinéma, tu as connu ça. Et donc, c'est pour te dire que rien n'est évident, mais moi, je n'ai jamais fait de festival de cinéma en tant que simple spectateur. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que ça m'intéresse quand tu m'en parles. Ça m'intéresse vraiment. Moi, pour le coup, j'en ai fait 14 différents, des festivals comme ça. Donc, moi, c'est vraiment mon dada. Donc, du coup, déjà, La Rochelle, on est vernis, on en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que le Festival de La Rochelle Cinéma, il y a Écran Vert, il y a le Festival national du film d'aventure. Tu vas en avoir d'autres. Hein. Tu vas avoir Intervalle qui n'existe plus maintenant, mais qui était un festival pour les lycéens.
où là, du coup, on avait les lycéens qui proposaient leurs courts-métrages. Donc, c'est encore autre chose. Après, il y a le festival des courts-métrages, le festival des escales documentaires. Enfin, voilà, on a vraiment, je connais ça, escales documentaires. vraiment beaucoup de choses. Et on a aussi le festival de la fiction TV. Donc là, c'est un peu différent, qui était avant à Saint-Tropez, qui est à La Rochelle depuis plusieurs années déjà. Pour le coup, là, c'est plus des avant-premières de téléfilms et de séries télé. Donc, c'est pas vraiment le même milieu pour moi. Voilà. Mais qu'est-ce qui te donne envie comme ça d'aller fureter un petit peu du côté des festivals, de traverser un peu la France? Et c'est quoi cette envie que tu as? Cette envie, c'est de pouvoir déjà découvrir différents cinémas, parce que chaque festival propose pas du tout les mêmes genres de sélection de films. Parce que ils ont des programmateurs qui ont des goûts différents, tout simplement, hein. Puis certains ont des thématiques, donc il y a ça aussi qui est intéressant. Puis après, c'est d'échanger avec les différents festivaliers, parce que moi, comme je te dis, à La Rochelle, finalement, j'ai vraiment je suis seul dans mon malheur, on va dire. Mes amis qui étaient proches de moi ici à La Rochelle sont pas passionnés de cinéma, et du coup, pour échanger là-dessus, j'ai pas eu d'autre choix que, à un moment donné, de faire les festivals, parce que sinon, comment tu rencontres des gens avec qui en parler, quoi. Et puis c'est aussi pour ça qu'après, voilà, j'ai voulu faire aussi la chaîne YouTube, parce que je me suis dit, les gens qui vont commencer à venir me voir et qui vont mettre des commentaires et tout ça, avec qui je vais pouvoir échanger, ça va être des gens qui aiment le cinéma, a priori. Comment tu as vécu la réponse, je la connais, mais là, je pose vraiment à quelqu'un qui s'intéresse au festival. Comment tu l'as vécu cette année comme ça, sans être présent dans un festival? Ça m'a grave manqué. Et d'une et de deux, est-ce que tu as fait des festivals en distanciel? Oui. Alors déjà, il y a eu le festival La Rochelle Cinéma qui a fait un entre-deux. Il a fait un week-end à La Rochelle, en salle, et a fait une sélection de films sur la Cinétech, du coup. Ah, oui. Voilà. Et ils ont refait un autre week-end vers l'automne. Les week-ends, c'était pas pareil. Finalement, c'était que des gens de La Rochelle. C'était pas les festivaliers que j'ai l'habitude de voir, parce que moi, c'est pareil, hein. J'ai mes petits habitués avec qui j'aime bien discuter, que je revois chaque année. C'est aussi ça, c'est un rendez-vous, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Et puis ouais, non, il n'y avait pas cet esprit festival, en fait. Il y avait juste l'impression de venir pour voir des bons films, ça c'est indéniable, mais de venir pour soutenir le festival en donnant de l'argent finalement, mais pas en ayant cette expérience de festival. Et ça a été un vrai manque. Et du coup, oui, en ligne, ouais, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait le Champs-Élysées Film Festival que j'avais déjà fait en présentiel il y a quelques années. Et j'ai fait là, je suis en train de le faire là, le Ojo Loco, festival de cinéma ibérique et latino-américain, dont a parlé Querelle dans une vidéo. Et puis j'ai fait il faut que je fonce. Et on a fait une très belle interview avec c'était la directrice artistique, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est pour ça que du coup je m'y suis intéressé, que là j'ai foncé. Puis en plus, ouais, mais comment? Oui, du coup, oui, c'est pas la même expérience, ça a aucun rapport, mais c'est vrai, bon, le plaisir est quand même là de voir des films que tu verrais peut-être pas autrement, tu vois. Moi, c'est ça aussi que j'aime dans les festivals, c'est que je découvre des films, des fois, juste, ils vont même pas être distribués en France autrement, quoi. Voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est assez malheureux, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que il y a ce truc de voir des films que tu verrais pas autrement et que tu verrais pas ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important à mes yeux, en tout cas. Il y a un film d'Orson, n'importe quoi. Il y a un film de Richard Linklater qui s'appelle Orson Welles et moi, que j'avais vu au Festival américain du cinéma de Deauville. Donc il y a des années de cela, je crois que c'était en quel 2008, 2009, je sais pas, il faudrait que je vérifie ça, oui, je crois. Et je l'ai jamais revu, j'ai jamais pu le revoir. Je me suis débrouillé pour essayer de me le procurer. Rien du tout, c'est terrible. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce qui est encore plus particulier et bizarre dans un festival, c'est que
tu as envie de prendre le temps de voir le film jusqu'au bout, même si tu sens que Ah ça oui, ne te plaît pas, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et il y a un truc avec les films que il tu y a vas une question de voir, respect aussi, hein. il y a Un ça. respect Tu pour vas jusqu'au l'œuvre, un bout. respect pour les gens qui ont travaillé dessus, hein, et puis pour les gens qui ont fait le festival, tout simplement aussi, et puis pour les spectateurs. Parce que c'est vrai, hein, quand tu t'en vas, tu ouvres la porte, ça fait de la lumière, ça gêne tout le monde. Ça, moi, ça m'insupporte. Et vraiment, quand je vois justement dans des festivals des gens faire ça, je me dis, mais non, mais vous aimez pas le cinéma, c'est pas possible. À un moment donné, enfin, je sais pas, pour moi, il y a un respect à avoir que certaines personnes n'ont pas. Voilà. Et ça m'agace au plus haut point. Et donc, tu penses qu'on n'a pas assez parlé durant cette année pourrie Du festival? Ah bah non. de. Ah non, non, enfin moi, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias, du coup, justement, on va dire Internet, non, non, franchement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Alors, et eux, ils communiquent, c'est normal, les festivals. Eux, ils expliquent comment ils vont faire, ils envoient des newsletters aux gens qui viennent régulièrement. Eux, ils sont clairs et nets, ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, les médias, ils ont pas grand-chose à faire, à part pour Cannes, pour des trucs, voilà, des gros trucs. Mais pour le reste, moi, je trouve que non, non, c'est pas assez, hein. Et c'est dommage. Moi, je trouve que justement, on devrait mettre en avant ce genre de choses et dire, oubliez pas qu'il y a ça et que justement, maintenant, en cette période, il y a moyen de les soutenir en allant justement voir leurs films en ligne pour les soutenir. Et ça, quand même, c'est important parce que certains risquent de disparaître. Sinon, alors j'imagine que ça se fera pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a quand même des aides qui viennent des régions ou de l'État ou quoi. Enfin voilà, que sais-je. Mais c'est quand même, ce serait dommage qu'on perde certains festivals juste à cause de cette pandémie là, alors que c'est quelque chose pour moi d'essentiel pour en tout cas justement faire aussi découvrir des films à d'autres générations qui ne les verraient pas autrement. Parce que justement, moi, à La Rochelle, comme je t'ai dit, j'ai commencé en étant lycéen où du coup on était donc un groupe de jeunes journalistes radio pour une émission qui était voilà, diffusée sur une radio locale. Et bah, ce truc-là, ça a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui, il y a radio, il y a vidéo, il y a forcément un blog, il y a aussi un atelier photo. Enfin voilà, il y a vraiment de tout à ce niveau-là. Les lycéens maintenant sont sont beaucoup plus présents qu'auparavant. Ils ont même un local vraiment juste à côté du festival qui leur est dédié par le festival. Ce qui, moi, n'existait pas à mon époque. Nous, on devait retourner au lycée pour faire le montage. Et je peux te dire que le lycée, moi, il était à l'autre bout de la ville. Voilà. Donc, c'était pas la même. Hein, ils ont de la chance, les jeunes, maintenant. C'était pas la même chose. Est-ce que tu as eu cette envie, toi aussi, de te lancer dans la création d'un festival? Moi, je me suis même pas posé la question dans le sens que je me suis dit que c'était pas possible qu'un jour, déjà, je puisse m'approcher de ce milieu-là. Ça a vraiment été en fait un concours de circonstances que j'ai pris des cours pour être comédien. C'est que je me suis retrouvé dans ce milieu-là. C'est que lorsque je faisais des études à Nantes sur le graphisme, il y a ma mère à un moment qui m'a appelé et qui m'a dit ouais, à La Rochelle il y a un appel justement pour se présenter pour essayer d'obtenir un rôle sur un film, et tu es dans les critères. Et comme elle sait que j'adore le cinéma, c'est pour ça qu'on en avait parlé. Du coup, moi, j'appelle directement la directrice de casting, je lui envoie des photos, à la première échange, ça marche, elle me dit de venir tel jour et tout. Moi, à ce moment-là, je t'avouerai que mes études à Nantes, c'était plus ça. Hein. Du coup, j'ai fait, bon, allez, hop, j'y vais. Hein. C'est pendant les vacances scolaires, de toute manière, donc voilà. Et ça a fonctionné. Et au lieu de juste faire ce rôle-là, elle m'a dit, tu devrais aussi postuler pour un autre rôle. Puis du coup, de fil en aiguille, j'ai enchaîné. Puis après, je suis monté sur Paris, j'ai pris des cours de théâtre, puis j'ai continué. Voilà. Ça a été 5 années. Voilà, c'était des belles années. Mais donc, ça veut dire que peut-être faire quelque chose au sein de La Rochelle ou ailleurs, c'est pas trop ton. Le problème, c'est qu'à La Rochelle, c'est saturé, quoi. C'est saturé à La Rochelle. Donc, il faudrait vraiment que je puisse aller ailleurs. Et après, il faudrait que, voilà, que je vois ce qui est possible. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qui pourrait grave me plaire.
parce que moi j'ai cet amour en tout cas pour le festival, et c'est vrai que si je pouvais vraiment participer à en créer un, ou du moins à y participer de l'intérieur, ça me plairait bien. On pose souvent cette question depuis quelques jours, quel va être le premier film que vous allez voir dans une salle de cinéma? Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envisagé, que tu as commencé à chercher pour voir s'il y a des festivals? Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de se remettre en place, là, j'ai vu, déjà, il y a le festival de La Rochelle Cinéma qui va reprendre comme d'habitude aux dates habituelles, où on va avoir c'est quand les dates, pardon, excuse-moi, le guide Barbu, c'est quand les dates habituelles? Alors attends, j'ai ça. C'est encore en juillet? C'est toujours en juillet? C'est du 25 juin au 4 juillet. Voilà. Hey, 25 juin au 4 juillet. On est équipé, on est équipé. Ah non, mais je l'ai fait le festival à l'époque, il s'appelait International. Ouais, on est d'accord. À l'époque. Et je l'ai fait, et c'est un super laboratoire de causes cinéphiles, et c'est génial. Ah bah oui. C'est juste génial. On avait fait avec moi, Yorel. ça m'a donné aussi l'amour pour les films muets, tu vois. Parce que les découvrir justement là en salle avec le pianiste et tout, en ciné-concert, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec le voir sur un DVD, un Blu-ray, tout ce que tu veux, ou même le voir en salle, mais juste le voir avec on va dire la BO qui était prévue ou quoi. Ça n'a rien à voir. Moi, franchement, si vous avez l'occasion, les gens, allez voir des ciné-concerts. C'est merveilleux. Ah oui, j'en faisais plein quand il y en avait à l'auditorium du Louvre, il y a longtemps de cela. Mais moi, j'ai toujours aimé les voir. J'aime bien voir les films muets sans accompagnement musical. Oui, c'est pas mal aussi. Là, ça m'est arrivé récemment parce que je me suis acheté le coffret Ozu là, de chez Carlotta Film. Ouais. Et dedans, du coup, il y a pas mal de ces films muets. Et ces films muets ne sont pas accompagnés musicalement. Et ça m'a changé la vie. C'est vrai que je me suis dit, en fait, je préfère les voir sans musique, en DVD, je veux dire, ou en Blu-ray, que les voir avec un accompagnement qui, souvent, je trouve assez mauvais. Alors que quand c'est en ciné-concert, là, j'apprécie musicalement. Mais sinon, j'aime pas. Il y a quelque chose de très très particulier, tu sais, tu es dans ton salon, les lumières sont éteintes, et Arte passe souvent des films muets, et tu éteins tout, tu allumes ta 23 heures, et puis il y a ce métrage comme ça qui arrive, et il y a quelque chose de très très sensationnel. Et là, à ce moment-là, moi je coupe le son. Ouais, je me laisse emporter, je trouve. Il faudrait que j'ai dans l'idée depuis que j'ai créé Microciné de vraiment de faire un live sur pas le film muet parce que ça ne veut rien dire, mais sur un auteur comme Murnau par exemple, des gens de ce genre, parce qu'il y a une délicate, enfin il y a un secret avec le muet, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant, je trouve. Donc, La Rochelle, certes, mais est-ce que tu en as d'autres en tête, en vue, à part Cannes, que tu ne veux pas faire et qui serait compliqué? En vue, pas spécifiquement, mais justement, je vais essayer de me renseigner, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être quand même continuer en ligne. Et je me dis qu'à ce niveau-là, ce serait peut-être plus pratique pour moi, du moins pour le moment. En fait, à part ceux de La Rochelle, c'est vrai que les différents que j'ai pu faire autrement, où je me suis déplacé, c'était à des périodes où il n'y avait pas ce truc de Covid et tout ça. Et c'est vrai que là, je me sens pas de le faire comme ça, en tout cas. Autant à La Rochelle, je suis chez moi, tu vois, je me sens en sécurité. Autant aller ailleurs avec chambre d'hôtel, machin, tout ça, enfin, tu vois, tout ce que ça implique. Je ne sais pas si je me sentirais de le faire. Mais en tout cas, quand ça a été possible, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs à Paris, notamment, que ce soit le PIF, le Paris International Fantastic Film Festival, comme je t'ai dit, le Champs-Élysées Film Festival, mais il y a eu aussi toute la mémoire du monde, qui est vachement bien. C'est un festival de films restaurés. Et puis, j'avais fait aussi là-bas le Festival international du film d'environnement et les nouveaux cinémas, Festival international des films numériques. Donc ça fait quand même pas mal de choses, mais je pense que même quand j'étais à Paris, j'en ai pas fait assez. Ça, par contre, c'est peut-être un de mes regrets, parce que effectivement, j'en ai fait qui m'ont vraiment plu, mais la plupart, je les ai fait qu'une seule année. Je les ai pas fait plusieurs fois.
Bon, après, il y avait aussi un aspect financier. Hein. Oui, voilà. ça. Forcément, Paris, c'est assez cher. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc que je regrette parce que j'ai quand même j'ai été là-bas 5 années et finalement, j'ai dû, je crois que j'en ai visité 5 ou 6, quoi. Donc bon, ouais, c'est sympa, mais c'est pas suffisant à mes yeux. Donc, j'imagine que tu envisages de couvrir le Festival de La Rochelle pour ta chaîne. Oui. Alors, d'ailleurs, sur Cinematic Fools, je le faisais déjà. Et cette année, du coup, j'ai fait une seule vidéo où j'en parle vaguement parce que, comme je t'ai dit, ça a été quelques films par-ci par-là, puis il n'y avait pas cette ambiance festival, ça m'a pas donné envie de produire un contenu là-dessus. Mais c'est vrai que là, cette année, je vais essayer. Par contre, je pense pas que je pourrais faire comme je l'ai fait une année où j'avais une émission quotidienne sur le festival. Parce que j'étais accompagné d'un ami qui était là pour ça, quoi, on va dire. Là, ça va être compliqué parce que là, je vais être tout seul et je pense que je ferai une vidéo somme à la fin, quoi, mais je ferai pas un truc quotidien comme j'ai pu le faire. Même si c'est quelque chose que je trouve qui manque justement sur le festival, justement avoir des news quotidiennes comme ça. Moi, j'aimerais bien en avoir sur les différents festivals, des trucs comme ça. C'est un contenu qui me plairait à voir en tout cas. Un bilan, comme on dit, un état des lieux, un bilan. Le guide barbu, c'était assez exceptionnel, extraordinaire de parler de cette thématique. Jamais j'aurais pensé un jour le faire sur Microciné. Merci beaucoup, le guide barbu, ça m'a fait. Merci à toi d'avoir accepté. Mais je t'en prie, c'est moi qui suis venu vers toi. C'est un peu atypique comme sujet. Mais tu vois, justement, sur le net, à part les gens qui vont faire des festivals et qui en parlent, tu vois, sur une vidéo somme, un peu comme je l'ai dit, il y a rarement du contenu dessus aussi, hein, c'est pareil. Hein. À part du festival lui-même, hein, mais ça, c'est encore une fois, c'est autre chose, c'est normal, c'est de la communication. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me manque. C'est ça, il y a du logistique aussi. Il y a une forme de logistique assez importante quand tu couvres un festival. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important. Il y a la condition physique. Moi, je ne sais plus si j'y arriverai bon, j'écris plus, donc on dit ça. J'en vois beaucoup moins, hein, je t'avouerai. Hein. Oui, déjà, malheureusement, et pour plein de raisons. Mais est-ce que il faudrait peut-être qu'un jour j'envisage d'en refaire un comme ça pour Microciné. Donc ça veut dire avec une caméra, avec un trépied. Donc c'est une autre configuration que je n'avais pas quand j'étais, parce que moi j'avais besoin d'un ordinateur et puis c'est tout. Donc là c'est très différent, certes, mais pourquoi pas pour voir comme ça comment ça se passe et tout. Mais il faudrait que je perde un peu quelques poids, quelques kilos parce que c'est physique un festival. C'est quand même assez physique. Hein. C'est grave physique. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Ah oui, c'est vraiment. Mais c'est génial. Moi, ah oui. Après, j'ai fait Cannes, je peux tout faire. J'ai fait Cannes et j'ai fait le FESPACO au Burkina Faso. Moi aussi, je l'ai fait le FESPACO. J'en ai pas parlé. Ouais. Mais pourquoi tu n'en as pas parlé? Oui, parle-en tout de suite. C'est génial. Alors, voilà. J'y suis allé vraiment un peu par hasard, c'est-à-dire que je suis allé au Burkina Faso avec une association d'aide humanitaire, voilà. Et en fait, on a bien avancé sur ce qu'on devait faire là-bas. Et à un moment donné, les organisateurs, ils ont dit, vous savez pas quoi, en ce moment, il y a le FESPACO, on a 3 jours off, on va aller voir des films au FESPACO. Et franchement, moi, j'étais là, c'est merveilleux. Et j'ai vu des films que j'aurais jamais vu autrement parce que forcément c'est du cinéma africain, du cinéma qui va pas au-delà de leurs frontières, et c'est d'ailleurs vraiment dommage parce qu'il y a des thématiques, des choses que tu verrais pas ailleurs, quoi, enfin, que tu ne vois pas ailleurs. Et bon, après j'avoue que j'ai vu un peu du bon et du moins bon. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes. Hein. C'est ça, il y a à boire et à manger. Mais, voilà, c'est ça. Après, oui, c'est pas propre. C'est pas. Pas tout. Qu'on rassure qu'on rassure les tolérants et qu'on emmerde les racistes, mais ça n'est pas propre au fait que cela soit en Afrique subsaharienne et que cela soit rien de cela. Mais c'est un festival de cinéma et de télévision, ça il faut le préciser. Et donc, voilà, et donc un festival biannuel, donc une fois une édition une fois tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà, je crois
est-ce que c'est Carthage ou c'est celui-ci? Je ne sais plus, mais c'est l'un je crois que c'est le plus vieux festival d'Afrique, du continent africain. Et dans ce festival, il y a les cinémas d'Afrique et les cinémas de la diaspora. La diaspora, Oui. c'est moi, en fait. Voilà, moi, je suis français d'origine algérienne, je suis la diaspora. Donc, non, c'est ça en plus. Oui. J'essaie de synthétiser grossièrement pour qu'on vraiment on comprenne. Et parfois, tu as aussi des focus, comme tu l'as vu, sur d'autres cinématographies qui n'ont aucun lien avec l'Afrique et la diaspora. Ça peut être les pays du Moyen-Orient ou d'autres continents. Et tu as vraiment beaucoup, tu as énormément de choses. Beaucoup de choses. C'est un peu une auberge espagnole. Tu as parfois des trucs, mais des pépites en matière de court-métrage, de long-métrage, dont tu n'as jamais entendu parler et tu découvres un auteur et tu es là, mais c'est incroyable. Et puis surtout, tu as beaucoup de choses dont on se demande ce qu'elles font là. Et puis voilà, donc programmer un festival, c'est comme une critique de cinéma. Il faut qu'il y ait une forme de subjectivité. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis par rapport. Il y a eu des moments extraordinaires. Il y a eu un âge d'or que je n'ai pas vécu. J'étais soit pas né ou j'étais trop jeune, trop jeune. Mais la période moi que j'ai vécue, il y a eu des moments effectivement assez intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes d'organisation. Ça pêche beaucoup au niveau de l'organisation. Te raconter. Mais il y avait, moi, quand j'y allais, j'étais en parallèle aussi, je formais des critiques de cinéma. Génial. Et j'ai passé des moments, mais mon plus beau souvenir de spectateur depuis 45 ans, c'est je l'ai raconté chez Querelle. Lors de leur radio libre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils en fassent une deuxième parce que c'était vraiment bien ce qu'ils avaient fait. C'est le FESPACO. C'est mon plus beau souvenir de. Mais tu sais, moi, quand je quittais le FESPACO, j'avais les larmes aux yeux. Ah, je comprends. Non, moi, en vrai, j'ai qu'une envie, c'est de le refaire un jour. Hein. Mais de le faire en vrai, voilà, sur toute la durée. Pas le faire 3 jours comme ça. Un peu à l'arrache parce qu'on a du temps à perdre, quoi. Tu vois, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est pas du tout pareil. Mais moi, je rêverais de le faire en tant que cinéaste. C'est un rêve que je. Tu vois, je pourrais te dire, j'aimerais faire Cannes et tout, mais vraiment, le FESPACO, tu peux comprendre parce que tu l'as vécu. Oui, c'est important comme festival. Ça n'a rien à voir avec tous les autres que j'ai pu faire. Pour moi, c'est plus que le festival d'un pays, c'est le festival d'un continent, d'une idée de cinéma. C'est génial. C'est un festival qui a été créé par des cinéastes, dont Sam Ben Ousmane, qui est un cadre du cinéma mondial. C'est un mec qui est vraiment inscrit dans l'histoire du cinéma mondial et de la littérature d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a quelque chose de fascinant. Il y a des trucs incroyables dans ce festival. Et encore, on n'a pas connu l'âge d'or parce qu'il y a eu des. Il y a des trucs comme ça assez incroyables. Mais là, je suis assez c'est sympa. Oui, je suis assez idiot de pas en avoir parlé avant, mais c'est vrai, c'est génial. Puis en plus, c'est le seul festival que j'ai fait ou que j'ai pas fait en France finalement, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc à ce niveau-là aussi, c'est assez important quoi, de souligner. Enfin bref. Merci beaucoup le guide Barbu, c'était passionnant cette carte blanche donc dans laquelle tu as voulu qu'on parle du rôle important du festival de cinéma dans le monde entier et c'était passionnant, ça m'a permis aussi moi de me rappeler quelques petits souvenirs. En tout cas, je suis très content qu'on ait pu dialoguer sur cette chaîne, c'était prévu depuis longtemps donc merci beaucoup le guide Barbu. Merci à toi. Et puis surtout, j'ouvre une parenthèse, bien évidemment, le guide Barbu a une chaîne YouTube et vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc, ne manquez pas d'y aller et de regarder ce qu'il fait. Voilà, et c'est très intéressant. Très intéressant, pardon. Merci beaucoup, le guide Barbu. C'est parti. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.